Yala de ka maɲini maa min bɛ se k'a tɛgɛ da n bɛ ka yala quartier ni quartier maa ma sɔrɔ mun bɛ se k'a tɛgɛ da. champion kamale ma nɔgɔn a y'o fɛnɛ tɛgɛ da. Il faut savoir que, à date, sauf erreur de ma part, il y a presque pas de mines qui soient exploitées au Mali par les investisseurs français. La plupart, c'est des Sud-Africains, c'est des Australiens, c'est des Canadiens. Donc, ça, c'est particulièrement important. Non, en fait, la France n'autorise pas les investisseurs à venir. Les investisseurs se basent sur un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Dont, par exemple, la stabilité fiscale, la façon dont on accueille les investisseurs. Aujourd'hui, c'est un élément important. Il faut qu'on comprenne au Mali que le fait qu'on se vilipende entre nous, quand il y a un petit problème, on sort quelqu'un sans même que, parce qu'il faut qu'on tienne compte vraiment de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Sans même que les personnes ne soient jugées, on se permet, on les sort à la télé, on dit que voilà, le Mali c'est un pays rempli, on est tous des corrompus ici. C'est pas intéressant, c'est pas bon pour le pays. Il faut qu'on apprenne ça. On est entouré de pays voisins. On ne verra jamais dans un pays, dans les autres pays, que les gens sont en train de se vilipender comme ça. Donc les investisseurs viennent dans un pays à travers simplement ça. Est-ce que nos intérêts sont sauvegardés dans ce pays? Est-ce qu'en cas de changement de régime, les gens ne s'attaquent pas à nos intérêts? En changeant par exemple les textes, est-ce qu'il y a une certaine stabilité? D'où l'intérêt vraiment pour nos dirigeants, d'où l'intérêt pour nos populations de comprendre que quand les investisseurs viennent dans un pays, il faut toujours prendre l'exemple sur soi-même. Quand on va dans un pays, on met, et surtout dans les industries comme les industries extractives, c'est des investissements à très très long terme. Quand on acquiert un permis de recherche, le temps même de trouver qu'il y a quelque chose sous le sous-sol, c'est en moyenne, c'est 7 ans. En moyenne. Donc, quand on commence à exploiter, le temps de sortir le premier or, on est sur une moyenne de 5 ans. Donc pendant ce temps, quand vous venez, parce qu'il y a un investisseur, pour prendre la décision, est-ce que je vais venir au Mali plutôt que d'aller en Côte d'Ivoire? Je me fonde sur un certain nombre de choses. La première chose, c'est de dire, est-ce que j'ai facilement accès aux matières premières? Oui. Est-ce que l'électricité coûte moins cher? Oui. Est-ce que dans ce pays-là, les conditions fiscales sont favorables? Si toutes ces conditions, je fais une comparaison, si ces conditions sont réunies, je vais dans tel pays ou pas dans tel autre. Et quand on sait qu'on n'a pas cette stabilité-là, ça ne passe pas. Donc la notation de la France, parce que les autres pays et les investisseurs des autres pays considèrent que la France nous connaît mieux que les autres. Donc quand la France délivre une note, on se dit, on prend ça. Ça, c'est les grandes puissances. Il y a cette solidarité-là entre les grandes puissances. Il n'y a pas que la solidarité entre les pauvres, mais il y a toujours la solidarité entre les riches et on a intérêt à commencer à être solidaires entre nous pauvres. Donc, sincèrement, l'exploitation en termes d'investissement du sous-sol malien est ouvert au mieux offrant. C'est-à-dire que c'est lui qui vient donner au Mali le meilleur et qui vient réaliser les investissements au meilleur impact possible pour les populations maliennes. Alors, il y a Yacouba qui a posé la question du délai de délivrance des permis. Alors, on ne peut pas vous donner tout de suite, on ne peut pas dire que ça prend 2-3 jours parce que c'est un processus. Il y a une demande. Quand vous déposez la demande est étudiée. Vous devez fournir les garanties suffisantes que vous avez la capacité de réaliser ce que vous souhaitez faire. Et derrière, il y a des recherches. Mais ce qu'on peut garantir aujourd'hui, c'est que tous ces processus toutes ces étapes-là, toutes ces procédures sont aujourd'hui normées et vraiment très très transparentes. Donc, maintenant, on peut donner une moyenne. Quelqu'un qui fait une demande de permis, en moyenne, il a moins de 3 mois pour pouvoir avoir le permis si vraiment il remplit, n'est-ce pas, tous les critères exigés en la matière. Et ça, c'est vraiment ça. Maintenant, je pense que ça va me permettre, hein, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que ça va
profiter au local. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Mais c'est vraiment ça. Il y a une équipe qui étudie justement les conditions, enfin, les conditions de remplissage, si je peux m'exprimer ainsi, des critères, n'est-ce pas, qu'il faut pour qu'on délivre un permis. Et quand quelqu'un vient simplement demander un permis, parce que tout simplement, et ça d'ailleurs on l'a constaté, et c'est pour ça on a changé. C'est comme quand on dit pour venir se présenter aux élections présidentielles, il faut payer 10 millions. Les 10 millions, c'est juste pour savoir que les gens ne viennent pas se présenter pour juste amuser la galerie. C'est un peu la même chose. Donc il y a un certain nombre de critères qu'il faut respecter et vraiment sur lesquels les gens sont très très vigilants. Alors le nouveau code minier, toujours Yacouba, hein. Quel changement, c'est ça? Quel changement? Au bénéfice de la population, voilà. Donc, ça, c'est ce que je disais dans mes propos liminaires. Hein. Je disais que pour faire le nouveau code, on a tenu compte aussi, non seulement de l'évolution du secteur minier au Mali, mais on a tenu compte aussi de l'évolution du secteur minier au plan international. Pour intégrer, n'est-ce pas, toutes les nouvelles notions qui existent et qui permettent vraiment de faire en sorte que les industries extractives puissent mieux profiter aux populations. C'est notamment le cas, par exemple, de l'adhésion du Mali, n'est-ce pas, au processus de l'ITIE, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Donc, ce processus, n'est-ce pas, tient compte d'un certain nombre de choses pour les populations. Par exemple, on a vu ces derniers temps, et d'ailleurs dans 10 jours, hein, non, même pas. Dans une semaine, je dois me rendre dans une localité de Kenyeba, à Furu exactement, pour aller délivrer vraiment une distinction à un maire qui a su vraiment à un maire qui a vraiment su se distinguer à travers vraiment la bonne utilisation des ressources qui ont été données à sa commune pour sa population. Il y a des communes qui ont plus de 1 milliard par an pour les industries extractives, mais c'est des choses que les populations ne voient pas. Donc le vrai changement, c'est vraiment ça. Il y a une question de contenu local, il y a une question de transparence et il y a beaucoup de choses qui sont tenues en compte. Donc si on veut aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le nouveau code, il y a un certain nombre de fonds qui ont été mis en place, n'est-ce pas? Et ces fonds sont alimentés à travers des redevances qui sont payées par les industries extractives et qui vont être mis à la disposition justement des populations. Donc, voici un certain nombre de choses. Mais l'un des enjeux ou l'une des innovations majeures de ce nouveau code, c'est vraiment la question de contenus locaux. Contenus locaux, ça veut dire quoi? Et ça va me permettre d'arriver, n'est-ce pas, à la question de quelqu'un qui parlait du pourcentage que le Mali va avoir. Il faut qu'on comprenne définitivement que le fait de détenir même 100% du capital n'est pas un gage, n'est-ce pas, de pouvoir profiter des retombées. Parce que quand on détient même 80% du capital d'une société minière, pour que le Mali puisse en profiter, encore faut-il que la société, n'est-ce pas, réalise un bénéfice, ce qui n'est pas évident, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans une industrie extractive, l'essentiel, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, réside au niveau de la sous-traitance. Ça veut dire que c'est les entreprises qui fournissent les mines en carburant, en produits chimiques, n'est-ce pas? C'est les gens qui font l'excavation, n'est-ce pas? Ce sont ces entreprises-là, finalement, parce que quand bien même je produis de l'or pour 300 milliards, n'est-ce pas? Peut-être qu'au moment où j'ai produit de l'or pour 300 milliards, j'ai dépensé 290 milliards. Donc, comment la population malienne va profiter de cette production? Il faut que ces 280 milliards de dépenses, n'est-ce pas, soient réalisés, n'est-ce pas, par des entreprises nationales, par des entreprises maliennes. Et donc, même si la société, in fine, ne réalise pas de bénéfices, on est sûr à ce moment-là que, au moins, il y a 280 milliards qui ont été maintenant quand même dispatchés à travers le pays. Donc, c'est vraiment ça. La chaîne de valeur, et à ce niveau-là, c'est ça, c'est la question de contenu local. Aujourd'hui, ce qui est mis en place avec le nouveau code, c'est que les entreprises n'ont pas le choix. Mais c'est et c'est aussi le lieu de lancer un appel aux entreprises nationales, n'est-ce pas, ou aux entreprises locales, à plus de rigueur, à aller chercher les compétences, parce que c'est ça aussi le problème. C'est que nos entrepreneurs, n'est-ce pas, même pour faire leur communication, ils préfèrent et même aller griffonner des choses
plutôt que de recruter un spécialiste en communication et un journaliste qui les guide dans ça. Plutôt que d'aller chercher vraiment quelqu'un, un grand comptable, n'est-ce pas, pour tenir leur comptabilité, pour orienter leur stratégie, ils préfèrent juste avoir quelqu'un qui, voilà, n'est pas spécialisé. Et donc, quand c'est comme ça, on n'a pas la possibilité de délivrer, n'est-ce pas, et de bons produits. Donc, ce qui est important, et c'est le lieu de renforcer avec vraiment l'accompagnement du gouvernement, c'est de renforcer nos entreprises nationales de façon à ce que, n'est-ce pas, il n'y ait plus cette fuite des bénéfices-là, n'est-ce pas? Que ce ne soit plus des entreprises étrangères qui viennent faire la sous-traitance sur les sites miniers, mais que ce soit désormais des entreprises made in Mali. Vraiment, c'est ça, et la question de contenu local qui est renforcée, n'est-ce pas, dans le nouveau code minier. Alors, Amadou Kouyaté parle de dysfonctionnement au niveau de l'harmonisation et des textes, et où est-ce qu'on en sommes, et quelle est la sensibilisation qu'on fait sur l'état des mines et les recettes. Kouyaté, c'est bien ça? Exactement. Très bien. Non, bon, on va dire, il n'y avait pas de dysfonctionnement de texte, mais il y a eu un certain retard dans la mise en œuvre ou dans la révision, n'est-ce pas, du cadre réglementaire qui est normalement consécutif, n'est-ce pas, à une refonte ou à l'adoption d'une nouvelle loi. Donc, c'est ce retard-là, n'est-ce pas, qu'on a essayé, vraiment, on a essayé de pallier à ce retard-là très rapidement, n'est-ce pas, pour permettre à la Direction nationale de la géologie et des mines de pouvoir se remettre très rapidement au travail. Donc aujourd'hui, on peut dire que les textes sont totalement, tous les textes, les cadres aussi bien législatifs que réglementaires, mais n'est-ce pas, est aujourd'hui mis à niveau. Alors, quand on dit sensibilisation sur l'état des mines, vous parlez de quel état? Exactement. Il s'agit de la déroulée des mines, l'état de fonctionnement des mines, la recette des mines. Ok, non, c'est bon. Ces détails-là. Parce que la majeure partie de ces communautés, plus souvent qui se plaignent, qu'ils ne voient pas cette manne où ils peuvent profiter du bienfait de ces mines-là. Est-ce que réellement ces mines qui sont dans ces communautés, est-ce qu'ils fournissent bien? Comment est-ce qu'eux ils fonctionnent? Leur mandat avec l'État central. Voilà, c'est quelques détails. Merci pour le coup de main. Vous avez donné déjà une bonne partie de la réponse. En fait, le vrai problème qu'on a au niveau du secteur minier, c'est qu'il y a un problème de communication, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui sont données même aux dirigeants locaux des sites d'implantation des mines. La population n'est même pas au courant. Et aujourd'hui, justement, l'une des actions phares que nous préparons vraiment à mettre en œuvre, c'est justement de sensibiliser la population, de faire connaître à la population ce qui se passe sur les mines. Et quelles sont les obligations des miniers vis-à-vis de la population. Ces obligations, et d'ailleurs c'est ça justement le processus ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il y a un rapport qui est fait par un service qui est rattaché à mon département, mais derrière il y a un auditeur indépendant qui va sur les sites et qui va à chaque endroit aller regarder point par point, est-ce que ce qui est écrit dans la loi c'est ça c'est ce qui est fait sur le terrain. Et derrière tout ça, justement, il y a des points, et c'est, même à l'échelle internationale, c'est un processus qui est bien suivi. Donc, et pour faire simple, aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, les mines aujourd'hui génèrent plus de 400 milliards sur le budget de l'État malien. 400 milliards, c'est plus de 70% des exportations du Mali et environ 10% du produit intérieur brut. Donc, quand on dit 400 milliards, ça inclut justement toutes les recettes fiscales qu'il y a derrière et tout ça. Donc, c'est pour dire que les mines, le secteur minier joue un rôle très important aujourd'hui dans l'économie du Mali. Et je suis d'accord avec vous. C'est que lorsque un secteur représente un poids aussi important dans l'économie, il en va de soi que les entreprises de ce secteur, n'est-ce pas,
ont un rôle sociétal à jouer vis-à-vis de nos populations. Et c'est ça justement que nous avons matérialisé, n'est-ce pas, dans le nouveau code minier à travers justement la mise en place d'un certain nombre de fonds de développement local, n'est-ce pas, qui fait 0,5% du chiffre d'affaires des sociétés minières. Le fonds de développement local, il est alimenté comme ça. Et 20% des recettes minières aussi sont allouées vraiment à tout ce qui est développement communautaire. Donc vraiment, c'est ce que je pouvais dire sur ce point-là. Alors, il y a Narcisse, hein? Après j'arrive à Narcisse, qui demande est-ce que ce nouveau code minier est de nature à favoriser l'investissement local, n'est-ce pas, à encourager les investissements locaux plutôt que les investissements étrangers. Alors, ce nouveau code va permettre justement, enfin, à consacrer un truc important, c'est la notion des petites mines. En fait, c'est une question de politique. Tous les codes sont là pour favoriser l'investissement. Mieux, si on peut avoir l'investissement local, c'est toujours mieux que l'investissement étranger parce qu'on est sûr que la totalité reste dans le pays, mais après, c'est une question de capacité. Mais la politique que nous entendons mettre en œuvre pour pouvoir favoriser le développement de l'entrepreneuriat local dans le secteur minier, c'est vraiment accompagner, n'est-ce pas, tous ces orpailleurs, n'est-ce pas, à aller vers les petites mines, n'est-ce pas? Et ça, il n'y a pas l'autorisation, ça c'est limite le ministre, au ministre des Mines qui en délivre l'autorisation. Mais aujourd'hui, on est en train de travailler justement avec les orpailleurs, avec la Chambre des Mines, de façon, n'est-ce pas, justement à encourager, n'est-ce pas, non seulement les investisseurs maliens qui ont de l'argent, pour qu'eux aussi ils acceptent d'aller, parce que les grandes mines, c'est peut-être des investissements colossaux, mais au moins que ces investisseurs aillent vers les petites mines. Et avec ce développement, l'appétit venant en mangeant, n'est-ce pas, quand ils vont développer les petites mines et que les gens vont commencer à voir que c'est beaucoup plus rentable que les importations qu'on fait tous les jours, hein, parce que le Mali, force est de reconnaître que nos opérateurs économiques vivent plus de l'importation qu'autre chose, n'est-ce pas? Et quand les gens vont voir les rendements justement des petites mines, nous osons espérer qu'on ira à terme vers les grandes mines et c'est toute chose qui reste favorable pour le pays. Alors, je pense que ça continue avec la recherche minière, n'est-ce pas? Est-ce que la recherche minière génère des ressources pour l'État? Et évidemment, de façon indirecte, ça va générer des ressources parce que quand on achète le permis, il y a un certain nombre d'obligations qu'on doit suivre. Il y a un certain nombre de rapports. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les juristes. Aide-moi, hein. C'est les taxes superficielles. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi les taxes superficielles qu'il faut aussi payer régulièrement. Donc ça génère ces ressources-là. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que pour faire la recherche minière, on est obligé d'utiliser de la main-d'œuvre locale. N'est-ce pas? Donc, il faut louer des machines et ça, Dieu merci, ça se fait aujourd'hui avec les machines que nos opérateurs économiques ont sur ces mines-là. J'en connais un certain nombre d'entreprises comme Etassi et autres qui arrivent quand même à avoir des machines, n'est-ce pas, à louer à ces gens-là. Et donc, tout ça, c'est des choses, ces entreprises faisant des bénéfices, c'est des rentrées d'argent pour l'État du Mali, ainsi de suite. Donc oui, la recherche minière génère des ressources pour le pays. N'est-ce pas? Alors, il y a ce qu'on appelle les fake news, hein, qui disent qu'il y a une exploitation. Et ça, c'est malheureusement comme ça. Il faut faire très très attention à toutes les informations. On est inondé d'informations. Et en général, quand une information plaît à nos oreilles, dès que on voit cette information-là, on ne fait plus vraiment ce travail de discernement. Les gens relayent comme ça. Bon, ça c'est humain. Mais force est de reconnaître qu'on est dans un pays qui progressivement a fait beaucoup d'efforts sur le plan sécuritaire. On constate de plus en plus, en tout cas, une certaine amélioration quant à la maîtrise de notre territoire. Et donc, aujourd'hui, exploiter une mine ou sortir des trucs, ça nécessite tellement d'investissement, ça nécessite tellement d'engins lourds que c'est des choses qu'on ne peut pas cacher pour arriver dans un pays. C'est qui est possible et ça, c'est faisable, mais c'est la même chose que tout le monde fait. Les gens qui vont dans l'orpaillage traditionnel, on peut aller là-bas, prendre un certain nombre de minerais, regarder, tu as de l'or, tu tombes sur de l'or par hasard, une brique
comme nous-mêmes quand on était enfants, on a tous entendu parler de ce miracle-là qui s'est passé, ça c'est possible. Mais dire qu'on peut venir exploiter le sous-sol d'un pays, prendre les éléments, s'en aller comme ça en avion et tout ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible à Jakarta, c'est encore moins possible au Mali. Alors, et Somici, Société des mines d'or de Siama. Oui, nous avons été informés d'une crise sociale au niveau des Siama, mais laquelle crise, comme toutes les entreprises, n'est-ce pas, est consécutive à la maladie, à la pandémie de la maladie à coronavirus. Donc, je pense que l'entreprise a fait beaucoup d'efforts, mais on n'est pas là pour dire qui a raison, qui n'a pas raison. Notre rôle n'est nullement pas ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que toute cette crise, parce qu'une entreprise, quand on s'installe dans un pays, ce qu'on veut, c'est travailler, c'est faire du bénéfice. Et c'est tout à fait profitable à la population. Donc, il y a eu ça. Donc, ralentissement de la production. Donc, et évidemment, une mine qui fonctionne à 100% de ses capacités ne va pas employer les salariés au même titre qu'une mine qui fonctionne à 30 ou 40% de ses capacités. Donc, il y a eu un certain nombre d'employés qui ont dû être mis en chômage technique, mais payés dans un premier temps. Et donc, je pense qu'à un moment donné, la soutenabilité a commencé à poser problème. C'est de bonne guerre et le personnel, pour protester contre les mesures de réduction du personnel, a entamé un certain nombre d'actions, n'est-ce pas, de grève, n'est-ce pas. Mais dans tous les cas, franchement, c'est une épreuve difficile. C'est ce qu'on appelle une violence sociale. C'est une violence sociale, c'est très très difficile. Nous avons été saisis. Nous en avons discuté avec les responsables de cette mine-là. Mais à ce stade, je pense que le dossier suit encore son cours administratif au niveau de l'inspection de la direction régionale du travail de Sikasso. Pour le moment, on ne va pas s'immiscer dans ce processus-là, mais nous pensons quand même travailler sur le dossier de façon à rapprocher vraiment les deux parties pour un dénouement heureux de la situation. Alors, je pense que pour finir, voilà, pour finir, il y a Djamoutenen qui a posé la question quel est le pourcentage de détention de l'État du Mali dans les capitales des sociétés minières. C'est que la loi dit 10% gratuit et 10% optionnel à acheter. Bon, en règle générale, on prend nos 10% et on fait l'option aussi sur les 10% supplémentaires, étant entendu que, n'est-ce pas, ce paiement se fait sur les dividendes. Donc, c'est juste pour dire que dans le business plan, ça veut dire que l'État du Mali dit même à l'investisseur, je fais confiance à votre projet. N'est-ce pas? Mais l'investisseur aussi dit, moi aussi, je fais tellement confiance à mon projet que je te donne 10% gratuitement, mais les 10% supplémentaires, je te donne ça, mais tu ne payes que sur les revenus qui vont être générés justement sur le projet. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Donc, on prend toujours les 20%. Mais, comme je le disais tantôt, la chaîne de valeur dans une industrie extractive, ce n'est pas du tout le pourcentage de détention dans les capitales. Pour moi, notre vrai challenge réside, n'est-ce pas, dans notre capacité à aider nos entreprises locales à pouvoir participer de bout en bout, n'est-ce pas, à toute la chaîne de valeur de l'industrie extractive qui concerne vraiment tout ce qu'on appelle les services extérieurs. Il faut que tout ce qui est service extérieur à l'entreprise puisse être délivré par nos entreprises locales. C'est comme ça qu'on a la certitude d'avoir les 80% des retombées positives sur le Mali. Et ce n'est que comme ça que l'or du Mali brillera davantage pour le Mali. Et je pense qu'on s'y attelle à travers un certain nombre de projets qu'on vous révélera dans les jours à venir. Alors, il y a le sulfureux dossier du vérificateur général.
Vous savez, il faut faire la part des choses et c'est très important. C'est pour ça, en fait, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, dans nos pays, tout ce qui est sensationnel, on aime ça. Mais le rapport du vérificateur n'a pas pour vocation, et je pense que même le vérificateur, c'est pas ce qu'il cherche. Il cherche à attirer l'attention sur des anomalies qui peuvent être d'ordre administratif ou financier. Alors, ce qui est relevé dans le rapport du vérificateur, parce qu'il faut en parler, n'est-ce pas? C'est des irrégularités de plusieurs ordres. Il y a des manquements qui ont été constatés qui concernent le respect de l'environnement. Sur ces questions-là, ces questions, avant même que le rapport ne soit publié, ont été prises en charge par mon département. On a eu des séances de travail avec les miniers, n'est-ce pas? Et sur ces points-là, d'ailleurs, nous-mêmes, nos propres rapports internes, c'est-à-dire que quand moi-même mes collaborateurs vont en mission dans ces mines-là, ils reviennent toujours avec ces constats-là qui font l'objet, c'est un processus itératif. Parce que quand on travaille dans une mine, il y a ce qu'on appelle, il y a des dégradations immédiates, mais il y a des dégradations progressives qui sont vraiment liées à l'exploitation. Donc quand ils reviennent, on a ces aspects-là. Donc tout ce qui est environnement, c'est un dossier qui est bien suivi au niveau du département. On a des échanges avec eux, ils nous donnent des deadlines, n'est-ce pas, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la levée de ces manquements-là. À côté des griefs d'ordre environnemental, il y a aussi des griefs d'ordre administratif et financier. Et pour ce qui concerne les griefs d'ordre administratif, on a parlé de beaucoup de milliards, mais il faut qu'on situe les choses dans leur cadre. C'est important sans prendre la défense et des miniers. On a parlé de 200 milliards, mais sur les 200 milliards, il y a 168 milliards. Mais les 168 milliards, c'est important, et ça, le vérificateur, il le dit clairement dans son rapport. Les 168 milliards sont liés à quoi? Sont liés à un prêt qu'un actionnaire a accordé à la société. 168 milliards de prêts, c'est ce que j'indiquais. Vous le savez tous, et je sais que sur cette table-là, il y en a beaucoup qui ont créé leurs journaux ou leurs lignes éditoriales et tout ça. Il y en a d'autres qui ont cherché à créer d'autres entreprises. Quand on veut créer une entreprise, le plus difficile, c'est quoi? Le plus difficile, c'est de mobiliser les ressources. Et quand on crée une entreprise, pour mobiliser les ressources, il n'y a que deux façons de faire. Soit on le fait, on finance notre entreprise sur fonds propres, je suis suffisamment riche, je le fais sur fonds propres. Ou je n'ai pas d'argent, je fais appel quand même à des bailleurs, notamment les banques. Mais quand on veut donner aux banques, il y a des conditions. Il y a un certain nombre de conditions et il y a un taux qui peut être plus exorbitant. Donc, sur l'essentiel des manquements, de ce qu'ils ont appelé irrégularité, on admet, même si on s'admet, on admet le terme irrégularité, mais il ne faut pas penser que c'est des sous qui ont été piochés, n'est-ce pas, au détriment de l'État du Mali. Nulle part les intérêts du Trésor n'ont été lésés. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que des actionnaires, j'ai créé mon entreprise, j'ai besoin de 170 milliards d'investissements, j'ai les moyens de le faire, je le fais. Maintenant, ce qui est reproché, c'est que dans la manière de faire ce prêt à la société, n'est-ce pas, ça n'a pas été bien. Maintenant, si on veut réparer ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va demander à l'actionnaire, mais récupère ton argent, on retourne à l'actionnaire son argent. Mais qui a perdu? En fin de compte, c'est la société, et par ricochet, l'État, parce que la mine va s'arrêter. Parce que si on exige tout de suite à la mine de dire rembourse au truc, parce que au moment où on a fait le prêt, il y a un contrat qui a été mal écrit, en fait c'est ça, c'est une irrégularité administrative dans le fonctionnement. Mais ce n'est pas que la société est venue, ils ont volé des recettes du Trésor où ils n'ont pas payé des impôts, ça fait 200 milliards. Mais on dit, il y a un certain nombre de dates qui ont été posées, notamment ce processus de prêt qui est bien réglementé, qui dit par exemple qu'il faut l'accord de tous les actionnaires et tout ça, et ça a été fait. Ou qui ont été, on dit parfois, ça a été fait, mais le contrat qui sous-tend, nous pensons qu'il y a des termes dans le contrat qui ne sont pas bien. Mais comme c'est lié à un acte qui a consisté à apporter 170 milliards à une société, on parle d'irrégularité, mais cette irrégularité n'est nullement, ça n'a rien à voir avec les intérêts du Trésor. Maintenant, nous, en tant qu'actionnaires, parce que l'État du Mali est actionnaire, ce qu'on peut faire, c'est de faire le nécessaire pour mettre ce formalisme-là jusqu'au bout. Qu'on se mette d'accord sur le formalisme à accomplir et on y va jusqu'au bout.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en matière de vérification, et moi-même je suis expert comptable, j'ai fait la vérification, c'est que quand un auditeur vient, un auditeur regarde la conformité. On dit, il y a un acte qui a été posé, est-ce que l'acte a été posé dans les règles de l'art? Si ça n'a pas été fait, nous on relève que ce n'est pas bon. C'est simplement ce qui a été fait. Maintenant, pour ce qui concerne, et ça c'est quelque chose qui est courant, l'avance en compte courant, c'est-à-dire des actionnaires qui sont en capacité de financement. Avant d'aller demander de l'argent à quelqu'un, tu regardes d'abord si toi-même tu l'as. Donc ça, ça rentre dans le cadre normal de la gestion des entreprises. Avoir de la disponibilité et un actionnaire avance de l'argent à sa société. Maintenant, c'est que la seule chose qui peut se passer est que c'est contrôlé, et même ça c'est contrôlé par le Code général des impôts a déjà traité ça. On te dit, si tu prêtes l'argent à ta société, il faut qu'on fasse en sorte que la société ne te verse pas des intérêts supérieurs à ce que tu aurais payé, à ce que la société aurait payé si la société s'était endettée auprès d'une banque. Parce que ça aussi c'est possible. C'est-à-dire que l'actionnaire prête de l'argent. Je sais que si je vais déposer mon argent à la banque, je ne gagne que 5%. Mais si je viens donner à ma société, la société va me donner 20%, ça pose un problème. On rentre dans les cadres de ce qu'on appelle l'acte anormal de gestion. Et ça, c'est prévu. C'est-à-dire qu'on dit, lorsqu'un actionnaire prête de l'argent à sa société, n'est-ce pas, le taux d'intérêt qui peut être appliqué à ce prêt-là ne peut pas dépasser le taux d'escompte de la BCEAO, c'est-à-dire le taux d'intérêt qui est payé aux banques commerciales parce que les banques commerciales ont déposé leur argent à la BCEAO. C'est ce qu'on appelle le taux d'escompte de la BCEAO, c'est-à-dire j'ai des traites, j'ai des créances, je vais à la banque commerciale dit j'ai besoin d'argent, je vais à la banque centrale pour que la banque centrale me prête et me donne de l'argent en contrepartie de ces créances-là, de ces dettes-là. C'est ce qu'on appelle le taux d'escompte de la BCEAO. On te dit, si tu fais ce prêt, tu ne peux pas dépasser le taux d'escompte de la BCEAO majoré de 3 points. Et le taux d'escompte de la BCEAO dans notre environnement, ça tourne autour de 4%, 4,5%, 4,5%. Majoré de 3%, ça fait 7,5%. Mais les sociétés minières étant des sociétés cotées, ils ont une politique qui est même plus favorable que ça. C'est-à-dire que ce que les associés prêtent à la société, le taux d'intérêt appliqué, c'est le taux LIBOR, ce qu'on appelle le taux, c'est le taux d'intérêt sur la place de Londres, n'est-ce pas? Majoré de 2 points. Or, on sait que le taux d'intérêt sur la place de Londres, ce qu'on appelle le taux LIBOR, dépasse exceptionnellement 3%. Ça ne dépasse même pas, c'est autour de 2,5%. Majoré de 2 points, ça fait 4,5%. Donc, au Mali, on dit que le taux d'intérêt ne doit pas dépasser 7,5%, mais dans les miniers même disent que le taux d'intérêt ne peut pas dépasser 4,5%. Donc, in fine, on dit, en termes clairs, en aucune manière les intérêts de l'État du Mali n'ont été lésés dans ça. Mais effectivement, il y a eu des irrégularités de conformité qu'il convient de corriger, mais il faut que ça soit clair pour tout le monde que la correction de ces insuffisances relevées n'entraînera pas de rentrée d'argent pour l'État du Mali. C'est pour ça qu'on dit l'enjeu véritable pour que l'or brille pour le Mali, c'est vraiment la question de contenu local. Il faut que nous travaillions davantage, n'est-ce pas, à ce que la chaîne de valeur qui consiste à la livraison de services extérieurs dans les mines soit assurée, en tout cas, presque à 100% par les entreprises locales. Je pense vraiment avoir répondu globalement à... Ça va? Oui, donnez. Et la journée? Ça va. Ça va? Ça va, Dina. Pourquoi ça? Ça va. Alhamdulillah. Ah, d'accord. Din yɛrɛ tɛ forum bala ne ka premier mon a bɛ dɔ jan. D'accord, il n'y a pas de problème, patron. Bazin la vie. Oui, entrez. Patron, ah, ok, merci. Ok. E ka nin tɛ nin ka kunna dɛ. O tuma e y'a san min? Ne y'a san butigi la. Mais e ɲɛ t'a a ɲɛ yɛrɛ la. An bɛ wagati min na sisan e ko maa yɛrɛ bɛ te kuntan min sisan. Ah, i fɛnɛ sa. Ni minɛ i bɛ taa bitigi la i b'a fɔ ko te asura. Mali asura. Asura ye te barikama ye. Ala ka don barikama don. Sisan Mali kɔnɔ ani Mali kɛnɛma. Maliyɛn bɛɛ bɛ asura de min. Asura. I bɛ taa asura a jasmine bɛ yen.
a fitini fana bɛ yen nɔ donc n'i tagara i bɛ taa bitigi la i mana taa Mali fan o fan n'i ko thé Asura dɔrɔn i b'a sɔrɔ donc i bɛ taa thé Asura san i b'o sigi ka na n'a ye sinon ni yɛrɛ i ka thé in ta ka taa n'a ye quoi. Bitigitigi somɔgɔ thé Asura bɛ yan fitini belebeleba ani kun t'a dɔn Jasmine o bɛ yan aw belebeleba kelen ani fitini kelen d'a ma nin tɛ Asura ko in tɛ jan da la thé Asura an b'a déguster bi nin de thé Asura ye kɛ Asura ko tɛ nin ye Asura ayiwa ko bɛ a don mana na ka taa na a don mana na an bɛ taa an ka patron jabugɔli nin ye ko thé Asura de ka d'ale anw dun tɛ nin dɔn. A manaw yɛrɛ bɛ bi Asura. Merci ouais. Quand je suis commencé à maladie, les matins. Entrez. Ok. Voilà. Nyatala. Nini Asura. Asura, il y a un la. Asura, nini nyamara bote kele. Asura, mgo wala digi, mais utege Asura nyokonaye. Ale de abe fon na mako teuka samala nyon. Ni ne filɛ sɔgɔma hali ni ma daraka dun 6h du matin ni wulila i bɛ se ka nin min a t'i kɛlɛ a tɛ foyi k'i la a tɛ kɔnɔdimi bila i la wa a ka ɲi mɔgɔw ka santé yɛrɛ fɛnɛ ma awɔ e ma ye ne b'ale de min yan donc merci beaucoup merci thé Asura thé la samala ɲɔgɔn thé Asura sanga ɲɔgɔn t'i la thé Asura an bɛ o de min thé Asura thé la samala ɲɔgɔn thé Asura sanga ɲɔgɔn t'i la thé Asura wala i tɛ